Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, nous allons parler de Wedding Nightmare, deuxième partie. Ils auraient pu appeler ça Wedding Nightmare 2, ça aurait été plus simple, mais bon c'est pas grave. En VO, Ready or Not 2, Here I Come. Ready or Not, Here I Come. C'est pas une chanson des Fugees ça? Bon bah, elle est pas dans la BO. Il y a du Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart si vous voulez, sur une scène de baston assez mémorable, même si... Bon... Je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant, donc il s'agit évidemment à nouveau d'une œuvre réalisée par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, évidemment comme le précédent, sorti en 2019, que j'ai revu il n'y a pas longtemps, j'en ai fait une vidéo et je l'ai revu à la hausse, donc j'étais dans le mood. Donc pour ce film horrifique, un petit peu comique et déjanté quand même, certainement plus que le premier, parce qu'on le sait, ce genre de suite, il faut que ça soit over the top, encore plus. Et on retrouve au casting la final girl ultime du premier métrage, évidemment, Samara Weaving, qui donc a survécu, et c'est la seule hein, du premier film. Je vais pas vous spoiler, mais bon, honnêtement, ça serait dommage que vous n'ayez pas vu le premier Wedding Nightmare avant de voir le 2. Quand bien même, tout vous est remontré dans l'introduction. Je reviendrai sur ce point d'ailleurs. Et à ses côtés pour en jouer sa jeune sœur qui débarque. Alors, on pensait qu'elle n'avait plus trop de famille et tout dans le premier film, mais en fait, elle s'était un peu éloignée de celle-ci. Nous avons Catherine Newton. Je ne sais plus si je l'ai vue ailleurs, mais bon, elle est là, voilà. Mais par contre, alors là, après, ces festivals d'actrices et d'acteurs que vous avez vus, que ce soit dans des séries ou des films dans le temps des années 90-2000, Sarah Michelle Gellar, évidemment, ex-Buffy, qui ne reprendra pas son rôle de Buffy, puisque la suite reboot là, a été annulée, eh bien elle est là, présente, l'une des nouvelles participantes du nouveau jeu, on va dire ça comme ça, avec son frangin interprété par Sean Hattie. Et ce monsieur-là, je l'avais vu dans The Faculty, de Robert Rodriguez en 1998, ça tombe bien, parce qu'il y a Elijah Wood aussi, qui joue l'avocat, ouais, ça fait plaisir de les retrouver ensemble à l'écran, ces deux-là. Et après, alors c'est festival encore, hein, parce qu'il y a quand même David Cronenberg, et je ne savais pas, je n'avais pas fait gaffe au casting avant, et le voir un petit peu dans son lit de mort quasiment, décidément, il aime bien jouer au trompe-la-mort à travers ses œuvres ces derniers temps, que ce soit des trucs qu'il ait réalisés, ou même en acteur. Il y a aussi Nestor Carbonell et Kevin Durand, tiens, dans le même film. Alors, ils vont pas trop se croiser, mais ils ont tous les deux joué dans la série Lost. ça tire un peu sur ma corde sensible, tout ceci. Bon, et d'autres prestations que je ne vais pas forcément citer, parce que sinon j'ai passé 2 heures sur le casting. Parce qu'il y a pas mal de personnages. Peut-être un peu plus que le premier film. Et donc on va suivre, mais c'est vraiment juste après les événements du premier brûlot, hein. Notre chère Grace, désormais Lodomas, parce que je vous rappelle, elle a épousé son nouveau mari, elle est entrée dans cette famille-là, dans le film 1, et elle a survécu à ce jeu de cache-cache qui a mal tourné, mais c'est elle, voilà, qui a gagné. Sauf que, sortie de là, elle est vraiment en choc, là, elle est blessée, elle est à 2 doigts de crever d'ailleurs, on la réanime, dans une scène d'introduction assez maligne, et plus tard on la retrouve à l'hôpital, un flic est là, évidemment, elle pourrait être inculpée pour meurtre. Là, vu la situation, ça peut être compliqué. Il y a sa frangine, donc, qu'elle n'a pas vue depuis des années, qui débarque. Ça va être tendu entre les deux. Mais derrière, ça va être plus compliqué. Parce que très vite, voilà, le Bale, celui qui tire les ficelles, représentant de Satan et tout, qui avait fait signer ce pacte au Lodomas, décide de relancer le jeu parce que maintenant... il va y avoir une place vacante dans cette idée que si la bride, donc la mariée, a gagné, eh bien maintenant ce sont d'autres familles comme les Lodomas qui sont menacées, un peu partout dans le monde, et qui tirent les ficelles, les élites. On reviendra sur ce point. Et parmi elles, la famille Danforth, visiblement très influente aux États-Unis, avec le patriarche joué par David Cronenberg, qui peut d'un coup de fil arrêter une guerre. Oh, un lobbyiste probablement. Ouais, ça questionne beaucoup, hein, évidemment, ceci. Et donc, ils doivent rentrer dans le jeu à nouveau, parce que le patriarche Danforth doit laisser sa place du chef du Haut Conseil, machin chose, à cause de cette défaite des Lodomas. Et toutes ces familles-là, 6 familles en tout, doivent revenir et jouer à un jeu contre la survivante, afin de savoir qui va être le grand chef, comme ça, tout. Donc le cache-cache va recommencer, mais c'est plus vraiment un cache-cache là, ça devient plutôt
La chasse des comtes Zarov, si vous voulez, ou The Hunt, film assez récemment, qui reprenait le même style, où on va la balancer là, sur un terrain de golf, menotter à sa petite sœur, et derrière, tous les membres là doivent la tuer, elle, hein, évidemment, Grace. Elle s'appelle Faith, la sœur, Grace et Faith, évidemment. Tiens, il y a un personnage qui le dit, il y a une famille de catholiques irlandais. Et donc, en gros, la personne qui tuera deviendra le chef et propulsera sa famille à la tête de ce grand conseil sataniste. Voilà. Et donc, forcément, hein, c'est un peu plus espacé, il y a plus d'enjeux peut-être, et c'est plus décomplexé, encore over the top que le premier film, parce que maintenant on a voilà, passé la surprise, on sait que c'est surnaturel, lié à un pacte avec Faustia, avec le diable. Là, il n'y a plus trop à tergiverser. Donc, c'est un peu plus... Disons que c'est moins contrôlé, mais c'est quand même purement jouissif. C'est-à-dire que là, je suis rentré dans le délire. Il y a des petits soucis, mais en fait, ça se tient jusqu'au bout. Il y a un vrai savoir-faire, finalement, du duo, parce qu'il y a des bonnes scènes d'action, bien réalisées, avec la caméra qui bouge assez savamment, quand bien même il y a des trucs qui soient un petit peu too much. Alors, combat à un moment entre... Alors, c'est pas un spoiler, mais on va rester vague. Entre Grace et celle qui était l'ex de son mari, le Domas, là, qui vient pas contente. Bon, c'est un peu comme ça. Alors, ça fait un peu catfight là, avec des cris dans tous les sens, et on calme un peu le jeu, parce que ça fait un petit peu miso, hein, le côté hystérique comme ça. Sur le moment, bon, on est dans un délire, vous allez me dire, mais c'était pas nécessaire quand même, évidemment, notre Final Girl là est ultra badass avec sa sœur. Et après, derrière, il y a des enjeux, voilà, trahison ou non, et il y a des règles. C'est-à-dire que, nouvelles règles, hein, c'est un peu comme Koh-Lanta, on en découvre d'autres, que des membres de la famille là ne peuvent pas se tuer entre eux, ils doivent tuer la Final Girl uniquement, et ça peut causer des problèmes. Et en plus, c'est l'aîné qui doit prendre voilà, le jeu à sa main, et il y en a qui trichent, là, les jumeaux trichent, puisqu'ils sont jumeaux. Mais en fait, vous voyez, il y a des incohérences si on cherche mais bon, la petite bête, même si t'es jumeau, il y en a un qui est forcément toujours l'aîné. Hein, vous le savez, hein, qui sort avant l'autre, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Visiblement, dans ces règles-là, on n'est pas à quelques minutes près pour juger de qui serait plus vieux que l'autre. Mais après, voilà, c'est décomplexé. Alors, on retrouve notre cabotin Sean aussi, qui était ainsi dans The Faculty. Il a les mêmes mimiques. C'est vrai que ça lui va bien, finalement. C'est sûr que c'est pas l'acteur du siècle. Sarah Michelle Gellar, ou Gellar, je sais jamais comment on prononce, mais je l'ai su, mais je sais plus, qui est un peu sous-utilisé, mais on sent qu'il y a une tension entre elle et son frère jumeau, et puis tout ce qu'il y a autour, là, Nestor Carbonell qui nous sort tous les gros mots espagnols possibles, il y a le petit, il y a son fils, là, qui est joué par Juan Pablo Romero, un ado, qui s'en donne à cœur joie aussi à un moment, et à la famille, alors il y a la famille indienne, là, aussi, bon, enfin, voilà. Enfin, après, c'est pas très développé non plus. Il y a Lex, donc, là, qui devient la rivale de Grace. Et il y a une famille chinoise aussi, avec un geek, là, qui attend peut-être son heure, si jamais il doit prendre la place de... voilà, parce que... bon, bref. Et il y a aussi un discours de classe moins important que le premier film, où ça jugeait un petit peu cette idée que les domestiques étaient de la chair à canon. Là, à un moment, il y a quand même une domestique, je sais plus son nom et tout, qui regarde, et qui va peut-être attendre son heure, j'en dis pas plus. Et il y a notre avocat. Alors, Elijah Wood est parfait dans ce rôle-là, et on voit qu'il s'amuse, un petit côté stoïque qui rappelle un peu les règles, c'est le gars qui prend pas parti, quoi, c'est la neutralité absolue. J'aime bien, ça, surtout, voilà, on peut imaginer que c'est un être plus ou moins surnaturel aussi, quelque part, qui lui, voilà, les règles sont les règles. Et ça va être vraiment le seul personnage qui va pas vraiment... trop changer de choses et tout. Parce qu'il y a quand même cette relation entre les deux sœurs. Alors, c'est pas forcément le point fort du film. Est-ce que, bon, je t'aime moi non plus, c'est un peu compliqué, puis finalement non, et puis, alors, les nouvelles règles, là, je vais rentrer dans une petite zone spoiler après, mais c'est vrai que cette association-là, parfois fonctionne, parfois moins, ça pourrait alors alourdir un petit peu l'ensemble par moment, mais bon, ça passe, voilà, disons que ça reste, finalement, ça reste dans le délire un peu des sœurs, survivantes, comme dans les Scream 5 et 6 du même duo, hein. Et d'ailleurs c'est à peu près les mêmes scénaristes, enfin c'est toujours à peu près la même équipe là, qui travaille là-dessus, donc pourquoi pas. Sur la mise en scène, donc à part les scènes d'action, c'est pas forcément une upgrade hein, sur le premier film, il y a plus de gestion photographique à faire selon des ambiances,
Mais voilà, c'est assez sombre la plupart du temps, ça se passe de nuit, évidemment quelques éclairages satanistes et autres, jusqu'à ce final d'ailleurs très intéressant à ce point précis sur lequel je vais revenir. Là, maintenant, on est dans une zone spoiler, on va rentrer dedans. Déjà, la mort de David Cronenberg, au début, bah oui, il joue avec la mort, son personnage meurt. Alors c'est terrible parce que les règles sont les règles, c'est l'aîné qui doit participer. Or, lui, il est complètement alité, il est très âgé, donc il sait que sa famille n'a aucune chance de continuer à gérer, à dominer le grand conseil s'il ne laisse pas sa place. Et donc, les deux enfants tuent le patriarche. Bon, ben voilà, c'est-à-dire que ça va au-delà de tout. Mais ce patriarche-là, on le voit, là, il arrête d'un coup de fil une guerre, mais aussi il a sur ses SMS des choses un peu bizarres. C'est un petit peu l'allégorie de l'affaire Epstein, hein, tout ça, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, je pense qu'ils s'en amusent, hein, le duo réalisateur là et les scénaristes avec, sur cette idée-là des élites qui contrôlent, qui se permettent des choses absolument horribles potentiellement, parce qu'on voit qu'ils ont un rituel entre eux là sur le SMS. C'est assez dégradant, dégueulasse, violent, tout ce que vous voulez. Ça rappelle évidemment ce délire, bon, bah, c'est lié aussi dans ce qu'on a un peu parlé récemment là, sur cette affaire Epstein, c'est ce délire avec la Eyes Wide Shut, voilà. Bon, il y a cette ambiance-là un peu, surtout à la fin. Voilà, puisqu'à la fin il y a une sorte de mariage sataniste, où on attend avec impatience une apparition de Papa Emeritus du groupe Ghost. C'est pour ça que j'ai ressorti le suite, même s'il fait très chaud là. Mais non, il n'y a même pas ça dans la BO, et je suis presque triste. Non, allez, on va pas chipoter. Et du coup, la survie et les règles. Alors, c'est intéressant parce que c'est presque là aussi une forme d'incohérence, mais on apprend que si Grace épouse un autre membre là, ça arrête le jeu et celui-ci prend la place du Haut Conseil sans qu'elle soit tuée, elle et sa sœur. Et c'est bizarre parce qu'à un moment, sur une scène, bon bah, elle propose ça au jumeau un peu psychopathe, là, Titus, joué par Sean Atossi. Bon, il accepte, mais très vite, autour, tout le monde finalement ne cherche pas à continuer à la tuer, ça aurait été quand même pas impossible que le jeu continue. Il y a aussi que, voilà, si tu tues un des participants, voilà, une nouvelle fois, ça explose dans tous les sens, comme à la fin du premier film. Mais du coup, il y a des personnages lambda qui sont pas intéressants. Il y en a un qui est un peu amusant, c'est le personnage de la famille indienne, on va dire, qui se retire du jeu, qui refuse de prendre la suite du jeu, après que son frère soit mort, et qui est là en mode moi je participe plus et tout, il mange un morceau. Bon, il explosera à la fin quand même, hein, parce qu'il a fait partie voilà, de tout ce... Ils explosent tous parce que de toute façon, à la fin, il se passe ce qui se passe. Le mariage a lieu, tout ça, mais elle se retourne, notre Final Girl, contre son mari, il n'y a aucune règle, et elle l'a retenu. Avant, lui, il tue sa sœur jumelle en disant « aucune règle qui nous interdit de tuer les membres de notre famille », donc elle tue son mari, puisqu'il n'y a aucune règle qui lui interdit de tuer un membre de sa famille, par mariage. Donc extraordinaire, parce que ça, Samara Weaving le fait bien, ce côté rageux, désespéré, elle le dit à un moment qu'elle a perdu plus ou moins espoir, mais elle a finalement, par la rage et par l'ultime défense absolue, elle va, voilà, prendre son destin en main, encore une fois survivre, ici avec sa sœur, et une chèvre. C'est important, on sauve la chèvre quand même, parce qu'elle allait prendre cher, la chèvre. Et oui, hein, culte satanique, bon. Et donc elle tue son mari, derrière elle balance la bague là, parce qu'il reste 3 minutes pour la récupérer et tout, ils vont tous exploser parce qu'ils s'entretuent tous avant, sans pouvoir se récupérer la bague. Et il y en a un qui bouge pas et qui regarde avec un petit rictus, c'est notre cher avocat, qui s'en amuse et qui finalement libère les deux sœurs, elles ont gagné. Et il y a l'apparition d'ailleurs de Bale, Belial le Bale, hein, je crois que c'est à peu près ça, hein, ici, quel diable potentiel, qui salue, et un petit peu comme l'avocat, comme si finalement l'avocat était le Bale, en réincarnation humaine potentielle ici, quelque part. Et donc, hop, finale avec la chèvre. Bon, il y a une place pour Ready or Not 3, peut-être, ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que même si, voilà, elle a gagné et tout avec sa sœur, bon, la justice attend, hein, parce que faut s'attendre, c'est le cas de le dire, hein, s'attendre à ce qu'on cherche des comptes à Grace et sa sœur, parce que là, il y a eu plein de morts, dans tous les sens, et c'est un petit peu à cause d'elle, aux yeux de la justice, évidemment, parce qu'ils ne savent pas que ça a été un beau bordel satanico-fantastique. Elle va avoir des comptes à rendre, peut-être, à moins qu'elle se cache, qu'elle parte très très loin avec la sœur, mais c'est compliqué. Mais bon, ça ne serait plus une comédie horrifique derrière, ce serait juste une survie à la fuite
de la police. Donc je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée d'en faire un troisième volet, à moins de trouver des nouvelles règles. Après tout, le Bale va peut-être s'ennuyer là, hein, maintenant, puisqu'il ne contrôle plus personne. Il reviendra peut-être. Hein. Son destin n'est pas terminé à Grace vis-à-vis de lui. Je ferme la zone spoiler. C'est pas mal, c'est bien, c'est correct, c'est bien. Allez, c'est bien dans le côté jouissif, over the top, spectaculaire. Il fallait s'attendre à ce que cette suite soit encore plus, voilà, dégoupille dans tous les sens. C'est le cas. Il y a quelques moments jouissifs d'action. C'est pas forcément tout le temps lisible, pas dans la mise en scène, mais plutôt dans l'enchaînement des choses. C'est-à-dire que, bon, à certains moments, vous allez peut-être plus être dedans que non sur certains moments. Mais arrivé au bout, quand même, tu prends un petit peu ton pied. Et c'est marrant parce que, bon, bah, la premier visionnage du premier, j'étais là en disant ouais, puis je l'ai revu à la hausse. Et du coup, en le revoyant récemment à la hausse, en étant dans des bonnes dispositions en salle, eh ben, je suis rentré dans l'idée. Ça va pas trop loin. Bon, ça critique quand même les élites capitalisto-financières, etc. Hein. C'est quand même dans la lignée du précédent, bien sûr. Mais bon, après, on fait ça avec une sorte de caricature aussi, y compris sur ces personnages-là, qui sont tous un peu psychopathes, profiteurs, ils tirent toutes ces ficelles-là. Mais ouais, bon, après, on a quand même cette survie-là. Les deux sœurs ensemble, quand même, c'est intéressant de les voir évoluer. Et on reprend les ingrédients hein, forcément du premier film, hein, et si vous l'avez aimé, vous l'aimerez peut-être celui-ci aussi, sans attente de surprise. Ouais, là, il faut juste digérer l'idée qu'il n'y aura pas trop d'effets de surprise là, quand bien même il y a des petites choses, et qu'il faut vraiment absolument être dans ce délire. Mais je ne sais plus si j'en ai parlé du coup, parce que je comptais le faire, mais non, je ne l'ai pas fait. La scène d'introduction, elle est maligne, parce que par flash, du moment où elle est en train de crever, mais finalement elle est sauvée là, avant d'aller à l'hôpital, par les ambulanciers, les infirmiers, tout ce que vous voulez, eh bien, on a des moments où on voit ce qui s'est passé dans le premier film. Donc, quand bien même quelqu'un tomberait par hasard sur cette suite sans avoir vu le premier, bah, il resterait, on va dire, enfin, il ne serait pas complètement paumé, mais de façon maligne. Voilà, on rejoue quelques éléments du premier film par flash, d'un moment où elle est pas bien dans les pommes, blessée et tout. Ça, c'est pas mal comme idée. Voilà, c'est pas paresseux, j'ai envie de dire, dans l'idée de réinstaller que, tiens, previously, hein, comme dans une série, qu'est-ce qui s'est passé avant? Bah, vous le voyez très vite dans les conséquences de sa souffrance. Mais après, évidemment, elle en a pas fini et elle revient dans le jeu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce Ready or Not 2 Wedding Nightmare. Deuxième partie, je vous attends en commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao.